De retour sur ce plateau des Univers TV dans le cadre des lundis matin après une petite pause pour les flashs d'information, mais aussi la page publicitaire. Nous sommes de retour. La première partie avait été consacrée à la question ou à la récurrence des naufrages dans le Mai-Ndombe, mais aussi à Goma, où beaucoup de familles ont perdu leurs proches. Et comme j'avais dit à l'entame de cette émission, la deuxième partie sera consacrée essentiellement au débat lié à la révision constitutionnelle. Nous vous avons fait la revue de presse tout au début, tout en revenant sur cette question qui fait couler encre et salive. Bien que les voix sont partagées au sein de l'UDPS, la sensibilisation, selon le secrétaire général, qui fait office du président intérimaire de ces partis au pouvoir, la sensibilisation aura bel et bien lieu. Quelle est l'opportunité de parler aujourd'hui de la révision constitutionnelle, bien que cette révision elle est même constitutionnelle? Mais avant de prendre cette question-là, Orman Bola, qui est l'un de nos invités, parlait des différentes thérapies proposées par son média pour renverser la tendance dans la province du Mai-Ndombe, réputée par la récurrence des cas de naufrages. Je vais comme ça prendre la réaction de Faustin Simanga, qui est aussi un autre invité sur notre plateau. Vous ne voyez pas que renverser la tendance sur cette question des naufrages n'est pas que la responsabilité, je vais dire, des autorités. Au regard des propositions faites par Orman à l'endroit de l'autorité provinciale. Mais vous savez, ce n'est pas que les autorités qui doivent agir, on est d'accord, mais sur la capacité d'action, il n'y a que l'État qui peut mieux répondre à ces questions-là. Parce que le particulier, les privés peuvent réfléchir, mais la mise en application ou l'exécution des résolutions issues des conférences et autres peuvent être faits que par les autorités. C'est pour ça qu'eux, ils ont la capacité d'agir politiquement parlant, ils ont la possibilité de mettre en application réellement les idées qui sont réfléchies par des tierces. Donc vous comprenez que les autorités qui ont la responsabilité de gouverner l'État ou gouverner la cité doivent être les premiers indexés quand il y a un problème. C'est vrai qu'il n'y a pas que qui se retrouvent dans une responsabilité. Les responsabilités peuvent être considérées partagées, mais en même temps, c'est à eux de pouvoir éviter les naufrages, c'est à eux de pouvoir penser sur une certaine planification qui permettra à ce que nous puissions, c'est vrai, comme l'a dit notre compatriote, qu'il n'y aura pas de naufrage zéro, mais il faudrait diminuer sensiblement ces naufrages-là, parce que ces derniers mois, il y a eu quand même beaucoup, il faut se le dire. S'il y a un Congolais qui meurt, il faudrait que ça nous réveille, il faudrait que ça nous révolte même, pour que nous puissions arriver à pouvoir trouver des solutions, notamment dans les secteurs des transports où il y a beaucoup de naufrages. Alors, sur les quelques mesures prises par le gouvernement, vous ne pensez pas que cela va aussi dans le sens de pouvoir essayer un peu de calmer la situation? Non, mais vous savez, je ne suis pas très satisfait de l'action du gouvernement. Aucun Congolais aujourd'hui n'est satisfait de l'action du gouvernement. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent essayer ou choisir les mots pour se justifier, mais tant que la réalité montre qu'il n'y a pas d'efficacité dans leur bonne volonté, nous constatons que la réalité reste statique. Nous ne sommes pas d'accord avec ce qui est fait par le gouvernement tant que ça ne produit pas des résultats. Nous ne voyons pas les intentions, les chapelets des bonnes intentions du gouvernement. Nous voulons la réalisation, nous voulons ce qui est palpable. Dans les mesures prises notamment pour... je parle de l'interdiction des navigations pendant la nuit, je parle des têtes qui sont tombées au niveau de l'entreprise qui a autorisé ou qui régule les navigations. Bien que cela n'est pas suffisant, mais quand même, le gouvernement a pris des mesures. Mais écoutez, si les mesures doivent venir pour pouvoir être juste le parent qui châtie, mais qui ne planifie pas,
c'est un problème. Si vous voulez qu'en aval, il y ait des résultats positifs, il faut déjà prévoir. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Si vous vous attendez à ce qu'il y ait l'accident pour que vous puissiez montrer les muscles de l'État, il y a un problème. L'État n'est pas qu'un État punisseur, c'est aussi un État planificateur. Il faudrait aussi se mettre dans une position où il y a l'État qui agit en amont pour qu'en aval, il y ait des résultats positifs. C'est vrai que c'est des mesures idoines, mais est-ce que c'est ça qui va empêcher réellement de pouvoir naviguer la nuit? Je ne pense pas. Parce que, écoutez, vous avez dans certains espaces où vous avez besoin d'attendre plusieurs jours pour avoir l'avion, vous avez besoin d'attendre plusieurs semaines pour avoir une voiture. S'ils ont la possibilité de naviguer de nuit, ils vont le faire parce qu'ils n'ont pas le choix, souvent. Ils n'ont pas le choix. Mais ce qu'il faut faire, c'est donner aux Congolais la possibilité d'avoir le choix de voyager dans les bonnes conditions. Tant qu'il n'y a pas de possibilité de voyager dans de bonnes conditions, ils vont se contenter de ce qu'il y a. Ils se débrouillent, ils survivent d'ailleurs. Très bien. J'espère que la thématique a été largement exploitée. Les propositions adressées aux gouvernants sont arrivées. Nous, presse, nous ne faisons que sensibiliser, nous ne faisons que recadrer, dénoncer. Et ça appartient aux autorités de prendre des mesures importantes pour essayer de renverser la tendance. On parle révision constitutionnelle, politique à présent. Avec votre permission, dans vos minutes, ne vous en faites pas, vous aurez la parole. Dans vos minutes, vous allez le faire. Alors, on parle révision de la Constitution. Quand je lui ai posé la question le matin, si son média ne s'agissait pas du régionalisme, il a refusé cette question-là. Maintenant, là, il veut parler d'un notable, de Maïndombe. Alors, révision constitutionnelle. L'UDPS, qui est actuellement à la commande, prévoit de lancer une campagne de sensibilisation pour arriver à cette fin. Je commence par le politique. Comme ça, le journaliste va réagir. Opportunité, la question sera peut-être mal orientée. Vous pensez aussi comme les autres qu'il s'agit jusque-là d'un ballon d'essai? Vous savez, on aurait bien voulu, en parlant de ballon d'essai, que l'UDPS, parti au pouvoir, puisse essayer sur le social des Congolais. Les ballons d'essai, j'allais dire, sur la résolution du problème social du Congolais. Tout le monde connaît ces slogans. Les peuples d'abord. C'était les slogans de campagne de 2018. Mais curieusement, ces slogans ont été oubliés jusqu'à la campagne de 2023. On n'en a pas entendu parler. Le peuple d'abord? Ni les présidents candidats, ni les acteurs de l'UDPS. Ils n'ont pas parlé de ces slogans. Ils ont choisi vous parlez de 2023? En 2023, il n'y a pas eu ces slogans qui ont été exploités. Mais puisque cela avait déjà produit des effets. Les slogans... Écoutez, notamment avec la gratuité de l'enseignement. Non, mais écoutez, je vous ai dit au départ qu'il ne faudrait pas vous faire avocat de l'incompétence. Là, je suis en train de vous compléter. Non, mais ok, complétez-moi. Si vous oubliez un aspect, je vous complète. Mais je suis sûr que je suis sur Univers TV, une télé professionnelle. Allez-y. Donc, vous savez que ces slogans ont été oubliés. Et je crois même que vous vous rappelez que les slogans de campagne du président candidat à l'époque n'étaient pas les peuples d'abord. C'était autre chose. Les Congolais vont se rappeler. Pourquoi j'ai fait un récapitulatif? Parce que nous pensons qu'un parti politique a des priorités. Nous, en tant qu'LGD, notre priorité, c'est leadership et gouvernance pour le développement. Nous pensons que pour développer ce pays, il faut un leadership et une gouvernance de qualité. Tout ce que nous allons mener comme action, ça sera pour le leadership et la gouvernance de qualité. Ça, c'est notre credo. Ça, c'est notre offre politique. Et l'offre politique présentée depuis des années de l'UDPS, c'était les social des Congolais et les peuples d'abord. C'était ça la priorité. Donc, naïvement, peut-être on a cru, pour certains, que ça allait être ça la priorité. Ça devrait être ça la priorité des priorités même de l'action politique de l'UDPS. Mais malheureusement, l'action politique de l'UDPS est aujourd'hui les changements de la Constitution. Malheureusement. On ne peut même pas dire qu'il y a opportunité. Il n'y a même pas question de mettre ça sur la table. Et les Congolais ne veulent pas avoir les changements de la Constitution dans leur assiette. On est d'accord. Dans les assiettes des Congolais, on veut avoir de quoi manger. Vous savez que le pain qu'on payait à 250 francs avant l'arrivée du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir est à 500 aujourd'hui. On pensait que ça allait être ça, la priorité de l'UDPS.
Malheureusement, c'est les changements à la Constitution qui ne vont même pas aboutir. Hein. Mais nous comprenons aussi que la stratégie politique derrière, c'est de pouvoir essayer d'avoir la loyauté de certains acteurs de l'union dite sacrée. Ça peut être aussi juste un ballon d'essai pour voir qui est loyal ou pas. Parce qu'ils vont opposer qui va dire qu'on change la Constitution et qui ne va pas le dire. Si vous ne le dites pas, vous êtes éjecté de l'union dite sacrée. C'est aussi ça la stratégie. Mais les peuples congolais n'ont pas besoin de cette distraction-là. Ils peuvent faire ça dans leur officine politique au sein de l'UDPS, mais le peuple congolais a ses priorités. Malheureusement, on va encore passer un temps d'échange ce matin dans votre émission sur cette question-là, or qu'on pouvait se concentrer sur l'action du gouvernement et ceux qui sont en train de faire des pires. Donc vous comprenez, si l'UDPS met ça sur la table, c'est pour distraire le peuple congolais sur les vraies questions sociales. De deux, c'est pour caster ou faire un casting à l'union dite sacrée. C'est ça leur secret politique. Ils veulent faire tomber les têtes à l'union dite sacrée. Ils se servent d'un sujet aussi sensible pour enlever certaines têtes de l'union dite sacrée. Vous comprenez? Donc, ils sont en train de continuer d'aller à guerre intestine, mais ils mettent les peuples au milieu avec cette question de changement de la Constitution. Il n'y a pas besoin de changer la Constitution. Heureusement que le ministre de la Communication a tenté de rassurer dans sa logique que cette démarche ne serait pas à jour de... Enfin, qui ne serait pas à l'ordre du jour du gouvernement. Mais rassurez-vous que ça ne rassure pas les Congolais. Mais au-delà de tout ça, ce n'est pas une démarche qui doit être portée par le gouvernement. C'est un débat politique. Mais écoutez, pourquoi on n'a peut-être pas besoin d'une mise au point du porte-parole du gouvernement. Mais écoutez, on sait, les gouvernements est en grande majorité occupés par les membres de l'UDPS. Le ministre de l'Intérieur, qui va certainement affronter les marches et les contestations sur cette question, est de l'UDPS. Comment vous pensez qu'il va réagir aux marches qui vont être organisées par l'opposition, parce que les peuples seraient dans les rues? Et il est bien conscient de comment le peuple gagne toujours. Il est très bien conscient, il est bien placé pour le savoir. Alors, si ce peuple sera dans la rue pour contester, ça sera autour de 18% ou 17%, puisque tu sais qu'il y a récolté 73% aux élections. Vous savez... C'est 73% de la population qui va rester à la maison ou vaquer à ses occupations comme il se doit. On va avoir encore un autre débat. On ne va pas refaire le contexte des élections, mais vous savez qu'on ne peut pas se fier sur ces chiffres-là pour tenter d'avoir l'opinion favorable à tel ou à tel acteur politique. C'est des chiffres produits par la régie des distributions de machines à voter, la CENI. Donc vous comprenez que cette régie-là a distribué des chiffres et nous pensons que ces chiffres-là ne peuvent pas être fiables pour tenter de voir l'opinion de la population. Je vais rebondir sur ça. Quand je vais vous poser la question, ça sera sur cette régie-là et vos apaisements. Alors, Orman Bola, Faustin Simanga qui est politique, nous disons la presse, ou disons le journaliste, c'est aussi l'antichambre politique. Nous travaillons avec ces politiques, nous avons des avis politiques. Les métiers nous donnent la possibilité d'écrire des analyses, de faire des critiques, des éditos qui reflètent les avis d'une rédaction. Faustin Simanga a dit tout à l'heure que le chef, plutôt le gouvernement, devrait plutôt se concentrer à l'action sociale. Mais on sait que dès son accession à la magistrature suprême, l'une des mesures courageuses prises par le chef de l'État, c'était la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, on parle de la gratuité de la maternité. N'est-ce pas là des actions sociales qui concrétisent les slogans « Le peuple est d'abord » ? Bon, de première vue, ça fait partie des actions sociales pour être vrai. Voilà, ça fait partie des actions sociales. Mais il ne faudra pas non plus dire que le peuple d'abord ne peut que se résumer sur ces deux actions-là. Parce que notre pays a une dimension continentale, les priorités sont nombreuses. Alors si au départ, les régimes en place pouvaient nous rassurer que le peuple d'abord ne va se résumer qu'à deux actions majeures, là on aurait cru peut-être à ce qui a été fait. Mais il y a encore des choses qui sont prioritaires, notamment la pacification de l'Est de notre pays, où jusqu'à ce jour, il y a une grande partie occupée
par nos ennemis, il faut qu'on se les dise, là aussi, ça fait partie du peuple d'abord. Parce que comment expliquer à quelqu'un qui est à Bunagana que le peuple d'abord ne se résume qu'à la maternité ou à la gratuité de la maternité ou de l'éducation, alors que lui, il ne se retrouve pas sur son sol. Il est sur son sol, mais il ne se retrouve pas dans cette situation-là. Donc il dit, je suis congolais, je ne le suis pas. Parce que les gens qui me dirigent ici ne sont pas congolais. Vous voyez, il y a plusieurs priorités, comme je le disais. Donc quand on parle de peuple d'abord, c'est voir dans quelle mesure chacun peut se nourrir à sa faim. Donc notamment, comme je vous avais dit en coulisses, avec la proposition de loi du député national Aimé Pascal Mongo Lokonda, qui tient vraiment à la souveraineté, à la sécurité alimentaire des Congolais. Voilà des choses qui sont prioritaires pour les moments. S'il faut parler de la révision constitutionnelle, comme vous l'avez dit, c'est pour quelle fin? Voilà, mais des petites réflexions qu'on peut avancer. Elle est constitutionnelle elle-même, cette révision. Mais justement, c'est pour quelle fin et pourquoi maintenant? Quelle est l'opportunité en fait de cette révision constitutionnelle en ces moments? Pourquoi ne l'avons-nous pas évoqué peut-être lors de la campagne électorale déjà pour qu'on puisse avoir une idée? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Et certes, Patrick Mouya a dit que ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais en même temps, lorsqu'on voit les ténors du pouvoir, les gens même qui sont du parti, qui expriment ouvertement l'intention de cette révision constitutionnelle. Qui ne sont pas membres du gouvernement. Qui ne sont pas membres du gouvernement, mais il y a des gens qui jouent une certaine influence dans l'opinion publique lorsque déjà les partis au pouvoir brandit, même de calico, des banderoles et tout pour dire que non, voilà, nous sommes prêts pour... C'est ce qui m'a fait rire un tout petit peu. Je viens jeune là, avec des écrits comme quoi la jeunesse congolaise tient à la révision constitutionnelle. Mais quelle est cette jeunesse congolaise qui lui a dit qu'elle veut mordicus la révision constitutionnelle? Peut-être la jeunesse tshisekédiste qui tient à la révision constitutionnelle. Il faudra peut-être qu'on fasse un sondage pour nous dire clairement, voilà, sur base de ces sondages, les peuples ou la population congolaise veut maintenant qui est la révision constitutionnelle. Mais alors, avec quelle finalité? Orman Bola, tous savons comment est-ce que les gouverneurs sont élus. Ouais. Nous savons comment les sénateurs sont élus. Ouais. Ça doit continuer comme ça? Il y a des choses qui doivent changer. Et pourquoi on parle pas de révision constitutionnelle? Mais justement... On la considère déjà, comme question Joseph taboue. Oudila, d'où vient l'idée de la révision constitutionnelle? C'est la question. D'où vient l'idée? L'idée est venue de la faiblesse que nous avons constatée de l'actuelle constitution. Vous qui? C'est ça la question. Vous avez constaté, vous qui? C'est ça. Il faut que les souverains primaires s'expriment là-dessus. Ça ne doit pas être une initiative d'un parti politique déjà connu du pouvoir qui veut tout simplement s'éterniser. Si aujourd'hui les gens pensent que cette initiative a pour une seule raison de faire basculer notre pays dans une certaine dictature, on ne va pas forcément leur donner tort. Non, je vous donne simplement les cas des élections au justement, second niveau. Mais justement, puisque à un certain moment, la province de Mai-Ndombe avait aussi sombré suite à ces conflits entre Aimé Pascal Mongo et l'actuel gouverneur. Ouais. Ils sont allés jusqu'au Conseil d'État. Ouais. Il a dénoncé la manière dont les élections se sont passées. Ouais. Nous le savons, les élections au second niveau, c'est déjà une possibilité de donner aux députés provinciaux Mimapa Mounami Touka. Pour qu'ils s'enrichissent. Ça doit rester comme ça? Non, ça doit changer. Oui, ça veut dire qu'il y a matière à réviser la Constitution. C'est pas le seul sujet. Il y en a beaucoup qui nécessitent peut-être une certaine révision de la loi mère de notre pays. Mais s'il faut qu'on révise la Constitution avec des très bonnes idées, c'est question peut-être d'organiser une rencontre avec les différents ténors du pouvoir ou le genre de la politique de notre pays, même le genre de la société civile pour réfléchir là-dessus. Pas mal, mais ça ne doit pas être une initiative déjà d'un parti politique qui brandit pour ses propres intérêts. Très bien. Alors, Faustin Simanga, on s'était arrêté à la régie des distributions des machines à voter. Mais lorsque vous évoquez cela étonne même l'opinion. Lorsqu'on sait que c'est cette même régie qui a publié Matata Mponyo comme étant le meilleur élu. Mais vous savez, c'est aussi grâce à la distribution des machines à voter. Je vais en venir. Les Congolais qui savent, ils connaissent qu'il y a la régie des eaux. La régie des eaux distribue l'eau aux Congolais, même si l'eau reste quand même d'une qualité qui n'est pas assez bonne. Les Congolais le savent. Même si l'eau, il n'y a pas dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, mais il y a quand même un système de distribution d'eau.
il y a un point A vers un point B de distribution. De la même façon, la CENI c'est aujourd'hui considéré, le Congolais devrait les considérer comme la régie de distribution de la machine à voter. Parce que de la même façon que la CENI a distribué dans les bureaux de vote, à l'époque, ils avaient aussi distribué dans certaines maisons de certains députés. Après, on sait ce qui s'est passé. Donc vous comprenez que c'est une régie de distribution, mais ça n'empêche pas l'amour des habitants de Maniema à s'exprimer à travers les urnes. Parce qu'au Maniema, Matata n'avait pas reçu de machines à voter. S'il avait reçu des machines à voter, il allait peut-être être élu sénateur. Matata Ponyo n'a pas été élu sénateur parce qu'il n'avait pas de machine à voter chez lui. Donc vous comprenez, Matata Ponyo, si les élections sont faites aujourd'hui au Maniema, il gagne. Avec n'importe quelle CENI mise en place. Matata Ponyo gagne. Parce qu'il n'y a pas une route qui n'a pas d'empreinte Matata au Maniema. Donc les représentants du Maniema valables, c'est Matata Ponyo. On sait tous comment les choses se sont déroulées aux élections à second tour, où on l'a vu écarté parce qu'il n'avait pas accepté d'avoir une machine à voter chez lui, parce que c'est quelqu'un d'assez correct. Moi, j'aimerais savoir à quel niveau vous faites la démarcation sur le plan crédibilité des résultats quand il s'agit des autres candidats et quand vous parlez de votre leader Matata Ponyo. C'est la même CENI. Je vous ai dit, c'est la même CENI. Oui, avec le même président. La différence est là, sur l'amour de l'acteur ou du candidat. Je vous ai dit, si on organise un vote aujourd'hui au Maniema, Matata Ponyo gagne, avec ou sans cette CENI. Mais dans la globalité, il faut voir, ce n'est pas parce que c'est rose dans notre maison qu'on va dire, bon, au Maïndombe, il faut laisser tomber, parce qu'au Maniema, Matata a construit les meilleures infrastructures de la ville. Non. On s'occupe aussi du... En cette matière, il est modèle. Ouais. Il a construit une grande université. Non, mais il faut aussi rappeler qu'il a été un Premier ministre national. Il n'était pas un Premier ministre du Maniema. Mais vous savez, je ne veux pas plonger dans les régionalismes. La province qui a plus de Premiers ministres, qui a eu plus de Premiers ministres dans ce pays, est connue. Je pense que c'est la même province que le président de la République. Il a eu beaucoup de premiers ministres. Même le feu l'ancien président de l'UDPS, d'heureuse mémoire, était aussi Premier ministre de ces pays. Chez lui, est-ce qu'il a construit quelque chose? C'est la question qu'il faut se poser. Il ne suffit pas juste d'être Premier ministre, mais il faut avoir la capacité de construire ses choix. Donc, vous pouvez être Premier ministre, ministre, DG, mais si vous n'avez pas cet amour de la population, vous n'allez pas avoir. Le Kassai a déjà eu des Premiers ministres, le Katanga a déjà eu des Premiers ministres, beaucoup de provinces ont déjà eu des Premiers ministres, mais pourquoi ils n'ont pas fait la même chose? Donc, vous comprenez que la question ne se pose pas sur ce niveau-là. Il s'agit de l'amour. À quel niveau? Il s'agit de l'amour de la population. Il faut aimer la population de votre province, il faut aimer la population du Congo, il faut aimer les Congolais en général. Le LGD appelle à l'amour du pays, vous le savez. Nous sommes impliqués... Je vous connais très percutant, très assidu. Vous n'avez pas peur des questions. Vous pensez que si on organisait les élections à Bukangalonzo, Matata Ponyo sera aussi élu? Bukangalonzo, Matata Ponyo sera élu haut la main. À Bukangalonzo? Oui, je vais vous dire pourquoi. Bukangalonzo, c'est un dossier politique. Il faut séparer les deux. Non, il y a les dossiers. Vous ne m'avez pas. Vous m'avez dit que vous lisez derrière mes questions. Vous m'avez dit, mais écoutez, on est assez percutant pour lire derrière vos questions. À Bukangalonzo, Matata va gagner. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous mettez à côté les dossiers politiques qu'on a nommés Bukangalonzo et Bukangalonzo, là où il y a eu réellement les actions, Matata Ponyo gagne. Matata Ponyo gagne parce qu'un parc a été mis sous terre. Matata Ponyo gagne parce qu'il y a un barrage à Bukangalonzo au moment où nous parlons. Qu'on a refusé de pouvoir donner l'électricité aux habitants des alentours. Pourquoi? Parce qu'on allait dire, bon, c'est aussi Matata qui a construit ça. Il faut faire passer vos caméras aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des matériaux qui sont neufs, qui sont à Bukangalonzo, mais qu'on a mis sous arrêt parce qu'on ne veut pas aimer ces peuples. Qu'on a mis, les on là c'est qui? Oui, mais écoutez, les personnes qui ne veulent pas que Bukangalonzo fonctionne et que ça soit utilisé comme un dossier politique. Il avait été contredit par un membre de sa propre famille politique, je parle de l'ancien Premier ministre Lunkamba, qui lors de sa descente était estomaqué. Non, mais vous savez... voir que c'était simplement de la volonté, de l'amour de ces peuples qui manquait pour que cette histoire fonctionne. Mais écoutez, je vais réfléchir autrement. Ça fait près de 10 ans que Matata Ponyo n'est plus Premier ministre. Oui, ce parc a commencé. Qu'est-ce qu'on en a fait?
Oui, nous acceptons, on les a légués un barrage. Enfin, le barrage aussi qui est à Boukangalonzo. Qu'est-ce qu'on en a fait? C'est des matériaux qui existent. Et vous savez qu'il y a dans certains ports de cette république où il y a des matériaux neufs laissés par Matata qui sont même déjà amortis sans même être sortis dans les conteneurs. Il y a beaucoup de dossiers comme ça. Et vous comprenez qu'on a légué. Oui, c'est vrai, on a légué Boukangalonzo le parc, on a légué Boukangalonzo les barrages qui existent d'ailleurs. Et si on veut relancer ces projets avec une volonté, on va le relancer. Mais comme on veut utiliser ça comme une tache sur la chemise blanche de Matata Ponyo-Mapon, on ne veut pas faire quelque chose. Mais nous savons que si Boukangalonzo, on décide de s'occuper de Boukangalonzo, Boukangalonzo va marcher au-delà du dossier politique. Parce que le dossier politique existe, mais il y a aussi la réalité sur terrain. La réalité sur terrain est que si le gouvernement décide de relancer ces projets, les projets vont être relancés. Parce que ces projets sont viables. Matata a laissé ces projets fonctionner. Les Congolais ne savent peut-être pas. Boukangalonzo n'a pas cessé de fonctionner quand Matata était fonctionné. Ça couvrait combien de provinces? Mais écoutez, combien de provinces Boukangalonzo était dans... Je pense que le sujet de ce matin n'était pas Boukangalonzo. Mais Boukangalonzo nourrissait les peuples congolais. En particulier la ville de Kinshasa. Moi, dans mon corps, dans mon corps, il y a les maïs Boukangalonzo. Parce que moi, je mange du foufou. Hein. Donc, il y a les maïs Boukangalonzo dans mon corps. Ben, il y en avait qu'à Kinshasa, c'est ça, non? Mais écoutez, le Congo, c'est d'abord Kinshasa aussi. Boukangalonzo, c'était un projet pilote. Il ne faudrait pas aussi refuser de l'admettre. C'était un projet pilote qui devrait se dupliquer. Mais après Boukangalonzo, qu'est-ce qui a été fait de mieux? Il faut aussi se poser des questions sur ces questions-là. Mais l'affaire Boukangalonzo, normalement, je pense que l'univers devrait même enlever ça de votre programmation de télé. Il ne faut même plus en parler. Parce que cette histoire devrait être classée. On en parle puisque vous promenez avec ça. Ça devrait être classé. Et l'univers, je vous connais, professionnel, il faut enlever ça de votre programmation. Très bien. Alors, parce que c'est un dossier purement politique. On revient changement de la Constitution. Il me semble que ça vous met mal à l'aise cette question-là. Non, mais écoutez, on est trop bien à l'aise parce que c'est un dossier politique. Une autre proposition, le Congo n'a pas besoin d'une simple révision constitutionnelle. À son peuple, il faudra expliquer en quoi quelques articles de la Constitution ont été un frein à la volonté politique de changer, si pas d'améliorer sa situation. Il nous faut un redémarrage de ces pays, une réelle refonte des institutions guidée par une volonté partagée de changer chacun. Gouverner et gouvernant pour redonner à notre chère nation et à son peuple valeureux leur dignité. Il faudra pour ce faire mener une lutte sans merci contre nos tares. Alors, je suis en train là de lire la réaction de Christos Mukendi, président des CPG Congo Prospère et Grand, qui selon lui, il faut, lors de la prochaine campagne électorale, proposer une nouvelle constitution qui va prendre en compte nos réalités à nous, nos réalités congolaises. Non, il a complètement raison. Sébastien Jeune qui émerge aussi dans tout ce qui est changement, développement. Puisque vous l'avez reçu récemment. Le constat, c'est quoi? Les chefs d'État à 5 ans. Ouais. Mais en réalité, ils ne gèrent que pendant 3 ans. Vous avez une année pour la mise en place des institutions. C'est le constat de M. Augustin Kabouya, je crois. Exactement. Donc, il a raison selon vous. Non, je vous place devant cette réalité, allez-y. Mais justement, le problème c'est que déjà ils se contredisent entre eux. Lui, il évoque justement la possibilité d'avoir une nouvelle constitution. D'avoir une nouvelle constitution, donc qu'on puisse quasiment changer notre constitution. Mais entre-temps, il y a une autre aile de l'UDPS qui dit cette question n'est pas à l'ordre du jour. Ça, c'est dirigé par M. Bijou, comment il s'appelle encore? Le secrétaire général installé par la CDP. Par la CDP. Donc, les week-ends, ils ont dit clairement que l'UDPS n'en parle pas encore. Et entre-temps, Augustin Kabouya a dit ça nécessite vraiment que ça soit traité au niveau de l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, moi, je pense que c'est pas opportun. Voilà. La question, c'est au niveau de l'opportunité. Peut-on changer les règles de jeu en plein match? Parce qu'on se rend compte que là, vous êtes en train de jouer. Le match a déjà commencé. Parce que vous vous rendez compte qu'il y a 2 ans déjà, les choses vont vite et que rien ne marche. Et vous commencez maintenant à présenter certains alibis. Ça ne tient pas vraiment la route. Si vous pensez que c'est nécessaire, finissez d'abord votre mandat.
dès que vous arrivez à terme, lors des prochaines élections, nous allons penser à la révision de la Constitution. C'est ça même la démarche. Mais bon, c'est ça la démarche? Oui, Ils pensent que c'est pas maintenant pour la prochaine, la prochaine campagne électorale? Pour les prochains cycles exactement. Ah, maintenant l'idée c'est quoi? Pour que l'actuel président de la République reste en fonction, pour qu'il puisse avoir la possibilité d'entamer un autre mandat? Cette question est résolue par la Constitution elle-même, il y a des verrous. Justement, nous marchons en reculant en République démocratique du Congo. Vous savez, c'est choquant pour ceux qui nous suivent. On a l'impression qu'on est en 2016. Hein. Est-ce qu'on a remonté le temps? Peut-être qu'on a remonté le temps. On est en 2016. On avait ces mêmes propos en 2016. Il y avait un autre président de la République en place. Mais on est dans le même scénario avec le président qui avait milité pour que la Constitution ne soit pas changée. Ouais. Il faut rappeler l'histoire. Parce que nous sommes en train de marcher en reculant. Faustin, qu'est-ce qui vous excite lorsque vous entendez révision de la Constitution? Non mais vous savez... Puisque je vais vous chercher, là, si je ne me trompe pas, l'article 216 qui parle même de la révision de la Constitution. Non mais nous le savons. Voilà. Mais écoutez, on n'est pas dans un monde de bisounours. Nous savons que déjà la Constitution, il faut la respecter d'abord en entièreté. Matata Ponyumapo ne devrait pas être poursuivi si on respectait la Constitution. Mais pourquoi il est poursuivi? Il est acculé même. Parce qu'il y a une volonté de ne pas respecter la même Constitution. Il faut d'abord commencer par respecter la Constitution avant d'envisager la changer. C'est ça la démarche qu'il faudrait avoir. Vous pensez que la Constitution rend non justiciable Matata Ponyumapo? Non mais écoutez, la Constitution dit que les anciens premiers ministres ont leurs juges et ne peuvent pas être jugés par rapport aux faits qu'ils ont eu à voir pendant qu'ils étaient en fonction. C'est la Constitution, elle n'est pas encore changée, c'est la loi. Il faut la respecter d'abord. Si vous voulez changer quelque chose, il faut d'abord la respecter. Ça, c'est l'un des exemples. Mais si je dois aller dans les violations... C'est parmi les incises, les dispositions qui énervent la population? Non, mais écoutez... Comment vous avez géré? Vous dites qu'on ne peut pas vous poursuivre. Mais écoutez... Ce sont des dispositions à modifier. C'est la loi où on est d'accord. C'est la loi fondamentale qui les dit. Cette loi, c'est celle qui permet aujourd'hui au président actuel d'être en fonction. On est d'accord. Cette même loi-là demande à ce que le président de la République puisse la respecter. Il a prêté serment sur la Constitution. Il doit la respecter. Si même le gouvernement n'a pas encore mis à l'ordre du jour la question de changement de constitution ou révision de constitution, mais il y a quand même son parti politique. Jusqu'à preuve du contraire, même si c'est aussi en violation de la Constitution, je parle sous réserve des juristes, que le président de la République est toujours président de l'UDPS. Parce qu'il y a encore intérim. Vous voyez, ça énerve aussi un tout petit peu la Constitution. Il n'a pas démissionné du poste de présidence, il a donné le pouvoir d'action L'incompatibilité automatique. Non mais écoutez... Kabila en son temps n'avait pas écrit une lettre officielle de démission. Non mais il faudrait qu'il... Il y avait une compatibilité automatique. Je pensais qu'il allait faire mieux que Kabila dans ce cas. Il allait démissionner. Non, la loi est claire, non? L'incompatibilité est automatique. Non mais écoutez... Il prend congé de son parti politique. Pourquoi l'UDPS n'a toujours pas de président? On a parlé d'un président intérimaire. Non mais écoutez, les présidents intérimaires, l'intérim est de combien de temps? Durée indéterminée. Ça fait plus de 5 ans qu'il y a un président intérimaire. Là, il faudra voir peut-être les statuts de l'UDPS pour en savoir un peu plus. Mais pourquoi ça, ce n'est pas les statuts de l'UDPS? Mais pourquoi ça, ce n'est pas une priorité de l'UDPS? La priorité de l'UDPS devrait d'abord d'apprendre à ses propres membres c'est quoi leur statut. Parce que visiblement, ils ne respectent pas leur propre statut. Ça devrait être ça la priorité de l'UDPS. Pourquoi la priorité de l'UDPS devrait être la Constitution pendant qu'ils ne peuvent même pas respecter leur propre statut? Orman Bola. Joseph Vautila. Comment vous réagissez à la position de notre frère Faustin? Bon, franchement, c'est difficile à comprendre. Quand on voit un excellent, éminent professeur comme le prof André Mbata, qui hier était contre, s'opposait farouchement à la révision, au changement de la Constitution. Aujourd'hui, il change les fusils d'épaule pour pouvoir dire qu'on peut changer la même Constitution. On ne comprend plus, parce que ce sont eux qui devaient servir d'exemple, des modèles. Et lui, il est constitutionnaliste, je crois. Il devait avoir plus de maîtrise pour éclairer la lanterne. Mais si hier, il a dit qu'on ne pouvait pas le faire, que c'était la meilleure des constitutions que nous avons toujours eues dans notre pays, qu'elle devait être maintenue comme telle. Et aujourd'hui, il nous dit qu'on doit maintenant la changer.
Bah, franchement, on se rend compte que plus le jour passe, les gens changent en fonction de leurs propres intérêts au détriment des intérêts de la population. Aujourd'hui, les politiciens doivent savoir qu'ils doivent travailler pour la population, non pour leurs propres intérêts. Malheureusement, le constat est celui-là. Merci beaucoup. Recommandations? Mais vous savez, les recommandations sont simples. Ou ma recommandation, si je peux me permettre, est simple. Ne touchons pas à la Constitution. Les Congolais veulent les sociales. Commençons d'abord par balayer bien la place des évolués avant de toucher à la Constitution. C'est plus simple. On ne balaye pas bien la place des évolués, mais on veut changer la Constitution. On ne dote pas les militaires des bons tenus, mais on veut changer la Constitution. On ne récupère pas Bunagana, mais on veut changer la Constitution. On ne donne pas à tous les Congolais de l'eau, mais on veut changer la Constitution. Qu'est-ce qui est plus simple? Qu'est-ce qui est moins coûteux? On imagine que s'il y a besoin de changement de Constitution ou révision de Constitution, il y a un budget qui va être engagé pour peut-être poser la question aux Congolais. Répondre par référendum. Ben justement, il faudra peut-être Vous passer voyez, par là. c'est combien de milliards qu'on va dépenser? Parce qu'on a déjà eu une élection organisée par la régie de distribution de machines à voter qui a coûté plus que 2011, qui a coûté plus que 2016, qui a coûté... C'était les élections les plus budgétivores. Vous comprenez? Et pourquoi il y a cet empressement à chercher à changer la Constitution quand c'est compliqué, au lieu de balayer la place des évolués? Il faut d'abord, allez-y à la place d'évoluer, vous allez remarquer que ce n'est pas balayé. Allez-y sur le boulevard, vous allez voir que c'est sale partout. Commençons d'abord par mieux balayer la place des évolués avant de changer la Constitution. La priorité des Congolais, c'est la propriété de la ville. Ce n'est pas le changement de la Constitution. Très bien. La priorité des Congolais, c'est récupérer Bunagana. Très la bien. priorité des Congolais, c'est finir la guerre à l'Est. Sur cette question, le gouvernement, à travers la première ministre, s'est engagée à décaisser un fonds important pour appuyer le gouverneur de la ville de Kinshasa pour remettre la propriété dans la ville les résultats de Kinshasa. Vous avez géré en tant que LGD. Non. Il y a eu... Le LGD n'a jamais géré le pays. Il y a eu des revendications ça et là, surtout pour nos femmes qui mettent la propriété dans la ville. Donc, sur cette question de la révision de la Constitution, la position du président de la République est claire. Je me permets quand même de le dire. Il l'a dit lui-même que c'était épuisant de faire plusieurs mandats. Là, je reviens sur les dires du président de la République. Mais les choses changent, on connaît comment le politique fonctionne. Récemment, il a aussi dit qu'il mettra en place une équipe de réflexion pour voir là où ça ne marche pas, pour qu'on puisse revoir cette constitution. Et en dernier lieu, il a encore précisé que s'il faut changer la constitution pour les biens de la population, il ne s'occupe pas des polémiques. La révision de la Constitution, elle est elle-même constitutionnelle. Et donc, on ne peut pas dire que totalement cette Constitution est aussi rose. Moi, je pense que cette Constitution, il y a certaines dispositions qui font même les lits de la corruption dans notre pays, notamment à travers les élections au second niveau. Au second niveau, nous le savons très bien. Alors, on parle agression rwandaise. C'est aussi une question qui fait l'actualité. Depuis un temps, les négociateurs sont autour d'une table, les négociateurs congolais face aux négociateurs rwandais, autour de la médiation qui est assurée par le Luanda. Votre avis? Mon avis, c'est que rien ne marche. Je pense que nous sommes en train de stagner depuis un temps. Nous allons des négociations, rien n'avance. Il y a des zones ou territoires toujours occupés. Et il y a des Congolais qui continuent à mourir. Et Kagame reste imperturbable sur sa position de pouvoir toujours agresser, infiltrer la République démocratique du Congo, piller nos minéraux, ça c'est connu de tous. La pire des choses que moi je regarde aujourd'hui, c'est que la personne qui a essayé un peu de montrer la face du monde, parce que le monde le sait, la communauté internationale le sait aussi que les Rwandais agressent la République démocratique du Congo, mais lorsque notre écrivain journaliste Michel Onana essaie un peu dans un ouvrage de venir assez
très très célèbre, montrait ce que le Rwanda fait contre la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, il est poursuivi en France. Il y a tout un procès organisé contre sa personne. Et tel qu'il a dit, aujourd'hui, on a l'impression que même Paul Kagame, Paul Kagame a une certaine mainmise même sur la France. Il essaie un peu de téléguider les choses pour qu'il puisse, pour qu'il soit condamné. Voilà. Malheureusement, c'est ce que nous constatons, pardon. Donc, nous voulons que la paix puisse régner partout. On peut parler comme ça de dialogue en dialogue, de négociation en négociation. On a l'exemple de la dernière rencontre de la francophonie en France où Emmanuel Macron parle d'autres pays agressés tout en oubliant, je ne sais pas s'il a fait exprès, la République démocratique du Congo, et pourtant c'est le premier pays francophone en termes de densité, en termes de nombre de personnes, mais il cite l'Ukraine, il cite encore notre pays, la RDC, est tout simplement oubliée. C'est ce qui est regrettable. C'est comme si notre agression est tout simplement arrangée, préparée, validée par la communauté internationale et certaines forces sur le plan international. Il faut que nous soyons... Vous parlez d'un complot. Ouais, c'est un complot, ce n'est plus un secret des polichinelles, c'est un complot international. Aujourd'hui, on sait que nous avons les minéraux, on a les coltans qui fabriquent aujourd'hui les téléphones et d'autres matériels sur le plan international. Les gens en profitent parce que si aujourd'hui le Rwanda est considéré comme le pays qui produit les coltans alors qu'il n'en produit, qui vend les coltans, alors qu'il n'en produit pas, cela pose déjà un problème. C'est-à-dire que les gens passent par le Rwanda pour envahir la République démocratique du Congo et la piller. Ce qui doit être dénoncé. On dénonce, mais on sent qu'il y a des gens qui soutiennent le Rwanda, malheureusement. Il faudra que nous soyons indépendants sur le plan politique, même sur le plan économique, afin d'imposer notre position. On ne peut pas accepter aujourd'hui d'aller en négociation, dès lors que le show ne marche. Moi, j'ai toujours dit dans plusieurs plateaux de télévision que l'option de la guerre était l'ultime, à mon humble avis, que nous puissions réorganiser notre armée, que nous puissions être forts à l'interne pour pouvoir nous défendre, attaquer les ennemis qui sont aujourd'hui identifiés. N'est-ce pas que c'est ce qui s'est fait? Non, moi je ne sens pas que nous sommes dans une situation de guerre. Il est évident que la réorganisation de l'armée. La réorganisation, elle est là, mais elle n'est pas vraiment intense. Elle devait encore se multiplier pour qu'on sente les résultats sur terrain. La réorganisation ne doit pas se faire de manière théorique. On nous propose peut-être le budget qui est alloué à l'armée ou à la défense nationale. On dit peut-être on change même des généraux, on change les commandements, mais on ne sent pas le changement substantiel sur terrain de ce que nous voulons. Alors nous devons finir cette émission. Faustin Simanga, vous mettez, je vais dire, à votre actif le fait qu'en 2023, vous avez réussi à mettre en déroute les rebelles du M23. Si cette guerre-là n'avait pas été résolue par un stylo, vous pensez pas qu'aujourd'hui on ne reviendrait pas sur cette même question? Non mais écoutez, toute guerre finit toujours par un stylo. Vous voulez faire allusion au dialogue ou au changement de quoi que ce soit. Ou aux accords. Aux accords. Chaque guerre... Que vous avez signé avec les M23. Il n'y a aucune guerre. Je ne pense pas que moi j'ai signé personnellement avec le M23. J'ai parlé de je vous pense pas. Et en tant que régime. Il ne faut pas globaliser. Le LGD est né il y a 2 ans. Je pense que le LGD, en tant que parti politique, n'a pas participé à un régime ou n'a pas gouverné le pays. Il faut le préciser. Il ne faudrait pas tout mettre dans le même sac. Il ne faudrait pas mettre les oignons avec les mangues et autres. Donc il faudrait garder le LGD dans une phase où il est né il y a 2 ans. Le président que le LGD a connu, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et aujourd'hui, il est en train de militer pour qu'il n'y ait pas de changement de constitution. Il est en train de militer pour qu'il y ait une gouvernance de qualité, un leadership de qualité au sommet de l'État. Donc le LGD n'est pas comptable de la gestion de Matata Ponyo en tant que Premier ministre. Matata Ponyo Mapon, à cette époque, était membre du PPRD, à l'époque où il était Premier ministre. Même si, à l'époque, vous connaissez les pesanteurs qu'il avait. Matata Ponyo n'était pas encore membre du LGD.
il est devenu membre du LGD à la création du LGD. C'est important de le préciser parce qu'il ne faudrait pas toujours simplement au fondateur. Non, fondateur mais il est... Ouais, vous êtes fondateur, mais vous êtes aussi membre, on est d'accord. Donc, il est fondateur du LGD, il est membre du LGD, il est président du LGD. Donc, le LGD est né il y a 2 ans. Il ne faudrait pas attacher les péchés de certains au LGD. Le LGD est blanc comme neige, donc vous comprenez. Alors, donc, alors quelle est la différence qu'il y a entre Matata Mponyo, ancien Premier ministre, et Matata Mponyo, fondateur LGD? Non, mais écoutez, la personne de Matata Mponyo Mapon a été Premier ministre. Les LGD n'existaient pas encore à ce moment-là. C'est comme l'UDPS, à l'époque, ils étaient ensemble. Mais aujourd'hui, il y a plus de 5 UDPS. Donc vous comprenez, dans la logique de l'évolution de la société et aussi des partis politiques, il y a une évolution. Ça veut dire que l'homme Matata Mponyo Mapon était membre d'un parti politique qui était certes au pouvoir, mais il n'était même pas un haut cadre du parti. Non. Matata Mponyo n'a jamais été secrétaire général du PPRD. Il n'a jamais été un membre d'un bureau politique du PPRD. Donc vous comprenez qu'il était un membre simple, mais par la force des choses et par sa compétence, il a pu être Premier ministre. Mais aujourd'hui, il a un parti politique. Je peux même dire que c'est la première fois que Matata Mponyo Mapon occupe les hautes fonctions d'un parti politique. Parce qu'il a estimé que l'avenir de ces pays doit être construit autour du leadership et de la gouvernance de qualité. Donc, le LGD va gagner pour la première fois les élections en 2028. Il va gouverner le pays et ça va permettre à ce que le pays puisse aller dans l'axe du développement. Je vais dire un mot sur la question de l'Est. Rapidement. La question de l'Est devrait être la priorité, pas les changements de la Constitution. C'est ça la priorité en réalité. Il faut éviter d'ouvrir plusieurs portes à la fois. Il faut être pragmatique. On veut solutionner les questions de la société. Il ne faut pas ouvrir plusieurs fronts à la fois. Vous êtes sur le front du changement de la Constitution, vous êtes sur le front de l'Est, vous êtes sur le front de l'économie, vous êtes sur le front social. C'est plusieurs fronts à la fois. Quand on veut gouverner, il faut mettre l'accent sur le consensus interne. Au niveau interne, il y a fragilité du consensus sur beaucoup de questions. Mais la démarche des gouvernants actuels n'est pas dans le sens de pouvoir permettre à ce qu'il y ait un environnement consensuel pouvant permettre à ce qu'il y ait la calmie et puis des crispations politiques. Il faudrait décrisper l'atmosphère politique et la question du changement de la Constitution n'est pas dans le sens de décrisper l'atmosphère politique. Il faudrait rectifier les caps et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a la responsabilité de la sécurité des Congolais, de l'opposition, de la majorité et de la société civile. Très bien. Il devrait arbitrer sur cette question et ne pas toucher à la Constitution. Et c'est ça, respecter la volonté de son père qui a milité pour pouvoir... Les débats sur la révision de la Constitution, on est jusque-là politique. Nous sommes heureux d'avoir vos avis sur ce plateau, toujours percutants, imperturbables. Orban Bola, merci beaucoup. C'était votre première fois de participer à ce lundi matin et c'est le go qui est lancé. Vous allez revenir ici à tout moment. Nous reviendrons régulièrement. Puisque lundi matin, c'est la divergence des opinions. Les voix qui divergent au fait sur les questions de la nation. Il y avait Faustin Simanga qui est cadre du LGD. Il y avait Orban Bola, un acteur social majeur. Futur gouverneur du Maïndomé. Non, pas du tout. Juste un message rapidement lancé au chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Votre caméra est là. Oui, voilà. Donc, au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, à tous les membres du gouvernement, surtout au ministre des Transports, M. Jean-Pierre Bemba. La province du Maïndomé a l'impression d'être un peu orpheline de ses responsables, de ses parents, lorsqu'il y a naufrage dans cette partie du pays. Et aujourd'hui, avec votre implication par rapport à ce qui s'est passé du côté du Kivu, en tout cas, ils ont un sentiment d'injustice. Veuillez un peu vous impliquer prochainement lorsqu'il y a des cas de naufrage dans la province du Maïndomé. C'est pour moi l'occasion aussi de féliciter le président de la République qui a choisi quelqu'un de très intelligent, impliqué, qui s'était
préparé pour la gouvernance. Il s'agit ici bel et bien du ministre d'État Constant Moutamba, lui qui est venu vraiment apporter des thérapies pour guérir justement les secteurs de la justice qui étaient réputés malades. Selon le chef de l'État lui-même, aujourd'hui, Constant Moutamba, c'est un jeune qui fait l'honneur à toute la jeunesse congolaise. Coup de chapeau à lui. Très et bien. surtout coup de chapeau au chef de l'État pour ses castings, ses choix judicieux. C'est par ce mot que nous bouclons. C'est lundi matin. Madame, Messieurs, suivez cette émission en rediffusion à minuit sur Univers TV, mais aussi sur toutes les plateformes numériques qui nous accompagnent. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Merci.